Bien, bonjour Nicolas, bonjour à tous. On va pouvoir démarrer. Donc le sujet du jour, c'est le RP Cloud, pourquoi et comment faire évoluer votre négoce. On va commencer par voir la différence entre un ERP on-premise et un ERP Cloud. Donc un ERP qui est installé en local sur un serveur et un ERP qui est hébergé. Ensuite, un focus sur les bénéfices concrets qu'apporte le cloud. Et ensuite, comment on peut faire pour réussir la transition vers le cloud. Et on finira par quelques exclusivités de la version cloud. On fera un focus sur les API et la solution Onaya Drive. Donc le RP on-premise par rapport à un ERP cloud, il faut savoir qu'en fait la différence fondamentale sur le RP on-premise, donc c'est une installation avec un serveur en local. Une infrastructure, les maintenances et les mises à jour se font de manière manuelle. Donc là, c'est à vous, vous négoce, de faire euh, les mises à jour et la maintenance sur ce serveur-là, et aussi de faire les sauvegardes. Donc on vous laisse la partie, le contrôle total, mais aussi la responsabilité de tout gérer quand vous avez une installation en local. À l'inverse, quand on a un ERP cloud, donc que ce soit sur un cloud privé ou sur un cloud public, c'est hébergé chez un éditeur ou sur une infrastructure tierce, comme AWS, donc Amazon. On y reviendra juste après l'hébergement chez Amazon, ce qu'on appelle du cloud public. Donc là, c'est accessible effectivement via une connexion Internet. Il n'y a pour le coup pas d'installation locale. Les mises à jour sont automatiques. La sécurité, elle est gérée de façon centralisée, c'est-à-dire l'ensemble des clients qui sont hébergés sur la plateforme AWS, et c'est réparti avec un abonnement. Ok. Les deux grosses différences sur la on-premise, c'est l'investissement initial nécessite plus d'investissement initial, c'est-à-dire un investissement peut-être plus élevé puisqu'on est sur de l'acquisition d'un serveur physique et la gestion se fait principalement en interne. On a des modules, en tout cas, pardon, des services comme OpenPro Backup qui permettent de faire les sauvegardes sur le logiciel, mais sinon, c'est à vous de faire une grande partie des sauvegardes. Et sur la partie cloud, là, effectivement, c'est sous forme d'abonnement. Toute la partie évolutivité, que ce soit du serveur, de l'infrastructure et du logiciel, est beaucoup plus fluide, beaucoup plus agile. Et effectivement, on simplifie tout ce qui est déploiement et maintenance sur cette version-là. Ok. Pour rentrer un tout petit peu plus dans le détail sur la version cloud, on va voir la différence entre un cloud public et un cloud privé, puisque historiquement, on faisait beaucoup de cloud privé, et aujourd'hui, la majorité, pour pas dire la totalité de nos clients sont sur un cloud public, et les nouveaux clients qui arrivent sont de toute façon sur un cloud public. Le cloud privé, effectivement, en termes de niveau de sécurité, bah là, on a un environnement cloud qui est spécifique, avec un accès qui est entièrement isolé. Je disais, historiquement, on faisait beaucoup ça. Donc, on avait, et on a toujours d'ailleurs, une salle blanche avec une infrastructure, avec des serveurs qui sont gérés au siège social. Et on a un hébergeur historique qui est dans la région de Lille, qui a hébergé pendant très longtemps nos applications et nos clients. Donc, l'hébergement des applications, là, c'est sur nos propres serveurs. C'est-à-dire que nous, on a nos propres serveurs qu'on loue auprès de cet hébergeur-là. Le data center, historiquement, était dans nos locaux. Et c'est Orisha là qui fait l'infogérance, c'est-à-dire toute la partie sauvegarde et mise à jour. Alors, sauvegarde et mise à jour à la fois côté serveur, c'est-à-dire l'OS, quand on va faire des mises à jour de Windows Server ou des mises à jour de SQL, et des mises à jour du logiciel, et toute la partie sauvegarde, c'est-à-dire c'était backupé. On a auprès du service technique un monitoring qui permet de vérifier que toutes les sauvegardes sont bien effectuées. Voilà. Ça, c'est le mode de fonctionnement, je dirais, historique de Orisha DL Negos. Depuis déjà quelques mois, on est passé sur un cloud public chez Orisha Construction et pour tout vous dire, chez Orisha dans son ensemble, dans tout le groupe Orisha, toutes les sociétés, toutes les filiales vont sur un cloud public, que ce soit AWS, Azure ou Google, principalement AWS et Azure, qui est le cloud de Microsoft. Et là, les données sont hébergées sur une multitude de serveurs qui sont accessibles par un nombre déterminé d'utilisateurs. C'est-à-dire que on a un ensemble de serveurs qu'on nous-mêmes on loue auprès de la AWS et nous donne des accès bien définis et sécurisés par société et par utilisateur. Ok. Faut voir ça comme des environnements qui sont partionnés et qui sont redistribués entre plusieurs clients. On va le voir en fin de présentation, mais on a des outils, par exemple le Drive, qui lui est un outil qui est basé sur la technologie d'AWS, hein, c'est développé directement dans le cloud d'AWS. Et là, on est en train de travailler sur une version de ce qu'on appelle multi-tenant, c'est-à-dire qu'on a une seule version pour l'ensemble des clients. Ok. En termes de déploiement, de mise à jour, c'est quand même beaucoup plus simple à gérer pour nous et pour vous.
Le volume de données est quasiment illimité. Et en termes de sécurité, bah, aujourd'hui, on peut pas, enfin, il n'y a pas mieux sur le marché. Un cloud public chez AWS, sécurité, sauvegarde et mise à jour. Là, on vraiment passe un niveau euh, en hébergeant nos applications sur AWS. Alors, je réponds tout de suite à la question pourquoi on a choisi AWS. Plusieurs choses. La première, c'est Amazon Web Service, hein, c'est ça que ça veut dire AWS. On a le cloud leader aujourd'hui, hein, c'est vraiment le numéro un mondial. L'environnement le plus flexible et le plus sécurisé à ce jour. 17 ans d'expérience pour des millions d'utilisateurs. Aujourd'hui, il y a des millions et des millions d'utilisateurs et de sociétés qui sont basés sur le cloud d'AWS. Aujourd'hui, la bibliothèque a fait 165 services. Alors, je vous parlais juste un instant de Onaya Drive, qui est un service AWS, mais il y a plusieurs choses. Dans les services AWS, le fait d'être hébergé sur AWS fait qu'on a accès à la bibliothèque de services. Ça peut être des services de calcul, de stockage, de migration de bases de données, de mise en réseau. Il y a des outils pour les développeurs, il y a des outils forcément pour gérer la sécurité. Il y a des outils d'intelligence artificielle, de business intelligence. Il y a des services mobiles, des services applicatifs. Enfin, voilà, il y a de l'Internet des objets. Enfin, la bibliothèque de catalogue est vraiment très riche et elle s'enrichit encore au fur et à mesure du temps. Donc, c'est des outils que nous, en tant qu'éditeurs de logiciels, dont on va pouvoir se servir pour développer nos propres applications et qui seront aussi à disposition des clients. Je prends un exemple il n'y a pas longtemps sur la partie, par exemple, business intelligence et reporting des données. Aujourd'hui, on a OpenReport, par exemple. Et ben, demain, on pourra utiliser un outil, par exemple, comme Power BI, qui est un des services qui est disponible dans la bibliothèque AWS, qu'on va pouvoir aller requêter directement dans la base, puisque la base est sur AWS. Ok. Et donc aujourd'hui, le logiciel Onaya Negos, anciennement OpenPro, hein, pour ceux qui n'ont pas forcément suivi le changement de nom, c'était OpenPro, maintenant ça s'appelle Onaya Negos. Quand il est sur AWS, la base SQL elle est managée, donc c'est-à-dire qu'on ne se soucie plus de la mise à jour de SQL, des mises à jour de Windows, des fins de maintenance, etc. De toute façon, c'est complètement transparent pour vous clients, puisque la base SQL elle est managée chez nous. On a un taux de disponibilité de 99,5%. L'application, elle est bunkerisée, c'est ce que je disais juste avant, il faut voir ça comme des silos. Chacun a bien son espace sécurisé et bien défini, hein. Ça reste un cloud public, entre guillemets, mais c'est public dans le sens où l'accès se fait en mode public, mais c'est vraiment chacun a son espace. Et forcément, les mises à jour et les sauvegardes sont facilitées dessus, parce que c'est complètement transparent. Euh, David a une question au niveau souveraineté. Où se situe l'hébergement cloud AWS? Alors nous, il se situe en Irlande. Ah, ça reste en Europe pour nous, pour l'hébergement, mais c'est une bonne question. Alors, on n'est pas, c'est pas hébergé aux États-Unis, on n'est pas soumis au Patriot Act, c'est en Europe. Donc, les bénéfices concrets de le faire dans le cloud, le premier, c'est l'accessibilité totale, hein. Les équipes peuvent accéder à l'héberger à distance, hein. Je vous montrerai en fin de présentation les différents modes d'accès qu'il y a à l'ERP entre le RD Web et le RDP. On a des solutions même un peu hybrides où on peut faire les deux. On peut accéder à l'ERP à distance, en mobilité, sur un chantier, en télétravail, chez un client. Là, le cloud permet de faciliter cet accès-là. La sécurité, je le disais juste avant, elle est renforcée. Les données sont sauvegardées quotidiennement. Les chiffrements, c'est-à-dire on monte des tunnels VPN, on est protégé contre les cyberattaques et on héberge dans des data centers qui, eux, sont certifiés Tier 3 pour ceux à qui ça part. Et notre hébergeur historique à Lille était uniquement certifié Tier 2. Tier 3, ça veut dire qu'en fait, c'est répliqué dans plusieurs zones géographiques. Ok, c'est ça que ça veut dire. Et un des gros avantages, on en a parlé aussi récemment avec un client, c'est-à-dire quand vous avez aujourd'hui un serveur en local, que vous avez une tentative de phishing dessus, ou une tentative de ransomware, ou en tout cas une attaque telle qu'elle soit, vous pouvez mettre votre serveur à plat, vos applications à plat, et perdre une journée, voire une semaine de travail. Si vous êtes hébergé sur AWS, ce qui n'était pas le cas chez notre hébergeur historique, si vous avez une tentative d'attaque, imaginons dans le pire des cas, ils arrivent à passer, c'est assez simple de killer la machine et de remonter une autre à côté. On a même des process qui sont automatisés pour dire, dès que j'ai une machine qui a une tentative d'hameçonnage, une tentative de phishing, on kill la machine, on en remonte une autre de manière, je dis, industrialisée, automatisée. Voilà, je vais pas dire que le risque zéro n'existe pas, mais en tout cas, il est très très faible sur cette partie-là. On réduit forcément les coûts IT, puisqu'on n'a plus de serveurs à acheter, plus de serveurs à entretenir, plus de sauvegarde manuelle à faire. Le budget il est lissé, pardon, est forcément prévisible.
Et le dernier, c'est l'interopérabilité. On y reviendra aussi juste après. On s'intègre beaucoup plus facilement à d'autres outils qui sont métiers, des CRM, du e-commerce, du WMS, parce qu'on a une API qui est ouverte. Ok. L'API aujourd'hui, Orisha Construction, est disponible uniquement dans le web, uniquement pour les clients qui sont hébergés. On a un certain nombre de web services, on a une bibliothèque de web services, ça s'appelle comme ça, qui permettent d'accéder à d'autres applications, hein, et de se connecter beaucoup plus facilement. Pour ceux qui utilisent par exemple aujourd'hui des WMS, des étiquettes électroniques, des choses comme ça, c'est beaucoup avec des fichiers à plat. C'est-à-dire qu'on envoie un fichier, on va le récupérer de manière plus ou moins automatique, on le réintègre dans le logiciel, ça marche, mais on a souvent des données à J+1. Si vous avez un site internet dans lequel vous avez besoin d'afficher des tarifs et des stocks en temps réel, on est obligé de passer par là obligatoirement. Je vois qu'il y a des questions, j'y répondrai juste en fin de présentation, mais je vois passer les questions. Donc, comment réussir cette transition vers le cloud? Donc, plusieurs points qui sont essentiels. Je pense que ça va répondre déjà à une partie des questions. Le cadrage clair des besoins et des objectifs. Il faut cartographier vos process, vos points de douleur, vos flux critiques, identifier quels sont les modules qui sont essentiels, vos spécificités métiers et les connexions qui sont nécessaires. Quand je parle spécificité métier, pardon, ça veut dire, par exemple, vous êtes au comptoir, vous avez l'habitude de paramétrer que en fin de saisie de bon, c'est l'imprimante 1 sur le bac 2 où ça sort. Vous vous posez même plus la question, quand vous cliquez sur imprimer, vous savez que ça sort. Le fonctionnement peut être différent quand on bascule sur le web. Il peut y avoir un ou deux clics de plus. On réfléchit encore à des solutions et à des solutions tierces, notamment des outils d'Amazon pour faciliter ces impressions et réduire le nombre de clics. Mais il faut bien identifier quels sont vos process aujourd'hui quand vous faites des réceptions, quand vous faites des ventes, quand vous récupérez des commandes depuis le site internet, quand vous envoyez des données auprès des étiquettes électroniques. Il faut cartographier ce que vous avez aujourd'hui et de quoi vous allez avoir besoin demain, puisqu'on ne perd pas ces liens-là. Ensuite, la sécurisation de la migration des données. Donc, vos données, ça reste un actif stratégique. La qualité des reprises conditionne le succès d'un projet, ça c'est très important. Le plan de migration qui est structuré avec des tests, contrôles et validations. Voilà, c'est quand même. Aujourd'hui, on a fait, je sais pas, peut-être 300 migrations, des clients qui étaient sur un serveur local et qui sont hébergés. Et enfin, au niveau de la reprise de données, il n'y a pas de souci. Mais il faut quand même faire attention dessus sur la partie sécurisation, c'est-à-dire si vous avez des accès externes, par exemple, vous avez des collaborateurs qui sont en télétravail ou qui sont en mobilité, qui ont besoin d'accéder aux données. Il faut monter ou remonter, si c'est pas le cas, il faut le monter, si c'est le cas, il faut la remonter. Remonter un tunnel VPN, par exemple, donc il faut remonter un flux sécurisé entre vous et enfin, entre votre collaborateur et l'accès à la base de données. Ok, c'est hyper sécurisé, donc faire attention aux tunnels VPN qui sont montés. La formation de l'accompagnement exécutif, donc ça change les usages. Je disais, ça change pas votre mode d'accès au logiciel, ça change pas l'ergonomie, ça change pas la philosophie du logiciel. Quand vous allez l'ouvrir, vous allez retrouver vos petits, voilà, il n'y a aucun changement sur cette partie-là. Par contre, je disais, effectivement, ça peut changer les usages. Je parlais notamment des impressions tout à l'heure, ou de la mobilité, des gens qui utilisent, je sais qu'il y en a beaucoup qui utilisent aussi OpenProTab. Voilà, ça peut changer les usages dessus, il peut y avoir un ou deux clics supplémentaires, ou ça peut ne pas être au même endroit qu'il faut aller cliquer. Voilà. Il y a bien une partie un peu de formation sur cette partie-là. Et la partie communication pilotage, voilà, on explique clairement les objectifs du projet, on pilote ça avec des indicateurs simples, notamment la satisfaction utilisateur et les éventuels incidents qu'il peut y avoir. J'enchaîne sur cette partie-là. Alors, je vois qu'il y a quand même déjà des questions. Alors, au niveau cyberattaque, Orisha est donc en responsabilité par rapport à une solution on-premise. Alors, c'est une bonne question, David, sur la responsabilité sur la partie cyberattaque. En fait, il y a deux choses. La première, c'est nous, on garantit effectivement via Amazon, hein, on a effectivement des taux de disponibilité sur Amazon. Alors, je ne vais pas rentrer exactement dans le détail, il faudra que je relise les contrats sur l'engagement et la responsabilité entre nous et AWS. AWS, en tout cas, s'engage sur cette partie-là, effectivement, d'un taux de disponibilité, c'est-à-dire ils ont aussi des mises à jour, ils ont aussi des modes de maintenance, mais ils s'engagent sur un taux de disponibilité du produit. Et nous, effectivement, on a un certain nombre comment on appelait ça, de critères en fait qui font que effectivement on garantit en tout cas une sécurité supplémentaire par rapport à on-premise. Vous aurez jamais une sécurité aussi forte sur AWS que d'avoir un serveur en local.
Céline, la question, peut-on installer seul lien AWS sur n'importe quel ordinateur? D'autant si Alors, bonne question sur le lien AWS. Je vais vous montrer juste en fin de présentation les deux possibilités pour accéder sur AWS. Soit vous y accédez avec un navigateur web, où là, on vous donne une URL avec un login et un mot de passe. Soit effectivement, on garde le mode historique en TSE, où là, effectivement, il y a besoin du service technique pour, comme je disais juste avant, remonter les tunnels VPN, réinstaller les TSE qui vont bien. Pour les clients d'une structure comme Nolay, nous avons la possibilité d'avoir un environnement de pré-production pour effectuer des tests. Alors oui, il y a deux choses sur la partie migration. Il y a effectivement un environnement de pré-production pour la partie migration. Et de toute façon, maintenant, systématiquement, les clients qu'on migre sur l'hébergement ont une base école. Ok, c'est pas forcément le cas aujourd'hui de tous nos clients historiques, des gens qui effectivement avaient ou ont toujours en tout cas un serveur en local, qui n'ont pas forcément pris l'habitude ou qui sont pas structurés pour faire ça, mais systématiquement quand on monte une version cloud, on monte une base école. Sommes-nous informés au préalable des futurs patchs ou mises à jour de version? Alors oui, la mise à jour de version, bah là on l'a fait par exemple dimanche dernier. Le lundi d'avant, moi je vous envoie un message pour vous dire votre base de données, votre environnement va être mise à jour dimanche, parce qu'on fait ça hors production. Souvent on fait ça le dimanche. Voilà les mises à jour qu'il y a dedans, voilà les nouveautés. Donc moi je fais une doc en fait dans laquelle j'explique l'ensemble des nouveautés qui seront disponibles dans la version. Et vous avez une semaine pour nous faire un retour si bah, vous n'êtes pas disponible, vous n'avez pas envie de migrer maintenant, vous avez une question. Et la semaine d'après, on a le support qui est disponible. Le support est prévenu. Là, lundi matin, ils ont été prévenus. On en fait une dizaine tous les dimanches, 10-12, que en migration. Alors, des fois, on saute de version, parce que là, on avait des clients qui étaient chez notre hébergeur historique V13, qu'on a migré en V15 AWS. Et effectivement, il y a eu la question pourquoi pas la V14? Parce qu'elle n'est pas utile en fait. On est capable de passer de V13 à V15. La V14 n'est pas utile dans ce sens-là, qui est vous avez une, voire deux versions de retard. On vous met directement dans la dernière version. Si vous êtes sur AWS, vous êtes forcément en V15. L'impact du versionning des montées de version est-il préalable bien testé? Bon, je crois que je viens de répondre. Alors, vous indiquez ne pas être sous le Patriot Act. Pouvez-vous éclaircir ce point? Vous utilisez des services de société américaine, donc peu importe la question des données, vous êtes bien sous le Patriot Act. Alors, non, c'est une bonne question aussi, ça. Le Patriot Act, c'est quand vos données, elles sont effectivement hébergées aux États-Unis. D'accord. Alors, le Patriot Act, pour ceux qui ne savent pas, ça veut dire que si vos données elles sont hébergées aux États-Unis, si le gouvernement américain et les services plus ou moins secrets ont besoin d'accéder à vos données, ils peuvent. Nous, c'est pas le cas. Pourquoi? Parce que nos données, nous, elles restent en Europe, je vous dis. 99% des données, elles sont en Irlande, ou elles sont répliquées dans un autre lieu physique, mais toujours en Europe. Donc, on n'est pas soumis. On est, alors, effectivement, Cloud Act, oui, mais pas au Patriot Act. Avons-nous la main sur la supervision de notre infra AWS? Non, vous n'avez pas la main. Enfin, on vous laisse pas la main, administrateur sur AWS. Qui s'occupe de répliquer les bases SQL de la base prod vers la pré-prod. Alors ça, c'est nous, là pour le coup. Quand je réponds à la question, vous n'avez pas la main sur l'infrastructure et pas la main sur l'application. Pas la main, alors si vous voulez avoir la main pour répliquer la base de données, ça oui, mais c'est pas utile en fait, parce que c'est déjà monitoré chez nous. Dans l'abonnement cloud, il y a ce service-là compris, c'est-à-dire il y a l'abonnement, il y a les mises à jour, il y a le support, et il y a toute cette partie-là de management de base de données, de management de l'environnement, de sécurisation, de sauvegarde, pardon. Voilà, donc c'est compris dedans, il n'y a pas besoin. Donc j'enchaîne juste sur la partie, sinon on va dépasser le timing. Il y a deux exclusivités, principalement aujourd'hui, mais il y en a d'autres qui arrivent. Exclusivité Onaya Cloud, il y a l'API et le Drive, en fait. Donc là, on va au-delà d'une simple gestion, puisqu'on a une API qui est ouverte et qui est documentée. Donc l'API Onaya permet d'intégrer votre ERP à beaucoup d'outils métiers, CRM, e-commerce, WMS, BI. Et on a Onaya Drive qui permet de centraliser et de classer l'ensemble des documents. Alors je vais rentrer dans le détail sur cette partie-là. Entre l'API et le Drive, que ce soit bien clair pour tout le monde. Je sais que des fois, ça peut être un peu technique, donc je vais prendre le temps d'expliquer bien quels sont ces deux outils. L'API Onaya Negos, la fonctionnalité principale, c'est automatiser les échanges de données avec votre site web. J'ai mis le site web, c'est un exemple. On verra juste après, il y a d'autres exemples, mais c'est automatiser, fluidifier, sécuriser l'échange de données en temps réel. Connecter un CRM pour unifier la relation avec le client,
extraire des données en temps réel pour du reporting et synchroniser par exemple vos stocks et les prix avec les outils externes. Ok. Les cas d'usage, c'est la génération automatique des devis à partir d'un site web, l'intégration qu'un logiciel métier, ProDevis par exemple, la communication directe avec une marketplace ou une centrale d'achat. Parce qu'on a beaucoup de clients qui fonctionnent avec des centrales d'achat. Voilà. Donc, on connecte le RP en fait, hein. Par exemple, là, ici, j'ai une connexion avec un site e-commerce. Je synchronise les articles, les tarifs, les dispos, les stocks en fait. Et j'intègre directement les commandes web. Ça, c'est notre outil Open e-commerce qui permet de se connecter à l'ERP de manière automatisée et en temps réel. Si vous n'avez pas l'API, ça fonctionne quand même. C'est juste que vous n'aurez pas les tarifs en temps réel, pas les stocks en temps réel. Vous aurez les données à J+1 concernant les commandes. Ok. Ça marche. Si vous n'avez pas besoin d'avoir vos commandes en temps réel, vous n'avez pas besoin d'avoir votre stock en temps réel parce que, par exemple, vous avez uniquement, entre guillemets, un site vitrine qui permet uniquement d'exposer toute ou partie de votre catalogue sur le site internet, vous n'avez pas de paiement en ligne. Bon, là, pour le coup, vous n'avez pas besoin forcément de l'API, vous n'avez pas besoin de le connecter en temps réel. Ok. Ensuite, on a les WMS. On a beaucoup de clients qui utilisent des WMS externes, c'est-à-dire des logiciels externes. Donc là, on synchronise les stocks, les réceptions, les inventaires et toute la partie optimisation des flux logistiques. Bon, aujourd'hui, là, pour le coup, ça fonctionne qu'en API, cette partie-là. Et la partie étiquette électronique avec des mises à jour automatiques des prix en magasin ou la synchro en temps réel. Alors, étiquette électronique, il y a différentes possibilités parce qu'on a différents partenaires. On a Solum, on a Pricer, enfin, il y en a plusieurs et ils fonctionnent pas tous pareil. Pour le coup, il y en a qui sont pas encore prêts à intégrer des web services et à fonctionner avec une API. Ouais, je pense à Solum, par exemple. Eux, ils sont prêts. Pricer, ils le sont pas. En tout cas, pas encore. Donc on peut encore utiliser des étiquettes électroniques sans l'API, ça fonctionne. On récupère un fichier à plat, on le renvoie. Vous n'aurez pas des données en temps réel, entre guillemets, vous aurez des données peut-être à brancher. Je sais qu'il y a beaucoup de clients qui aiment bien récupérer le flux le soir à 21h et de renvoyer les données le lendemain matin, parce que ça peut être un flux qui est assez lourd. Mais si vous avez des étiquettes qui affichent par exemple un état de stock, c'est bien de l'avoir en temps réel. Ok. Euh, Et concernant Nae Drive, donc c'est un partage de documents, alors je l'ai déjà présenté plusieurs fois, là je vais être un peu plus rapide. On a accès direct depuis la fiche affaires ou chantier. On a un versionning automatique des documents. On a des liens qui sont partagés avec vos clients ou vos partenaires. Et un stockage qui, lui aussi, est cloud sécurisé et hébergé en France, puisque pour le coup, là, c'est chez nous. Ça ressemble à ça, pour ceux qui l'ont déjà vu, qui sera la future ergonomie du logiciel Onaya Negos dans son ensemble. Le premier outil, le premier service, la première fonctionnalité qui est disponible, c'est le Drive. Donc en gros, voilà, vous faites de la saisie des ventes, la saisie des achats dans OpenPro Naya Negos et ça remonte directement ici. C'est classé, c'est trié, c'est archivé. Vous pouvez le partager en externe avec un lien sécurisé. Vos clients peuvent y accéder. Eux qui vous appellent pour vous dire, oui, est-ce que tu peux me ressortir tel devis? Bon, il a un espace. Et ça servira demain pour la facturation électronique. Différents cas d'usage, commercial est sur le terrain, il accède au plan, les devis depuis sa tablette ou depuis un smartphone. Le chef de dépôt peut consulter des bons de chargement ou des factures sans avoir besoin d'imprimer et on centralise l'ensemble des documents qui sont liés à un client ou un chantier. Ok. Alors, je les ai présentés plusieurs fois. Je vous invite à aller voir sur YouTube, sur la page de Orisha Construction, si vous voulez avoir un peu plus de détails sur le drive. On a fait un webinar, c'est une nouveauté de la V15 qui était dedans. Donc, il s'enrichit encore aujourd'hui le drive. Je vous disais, là, il sera multitenante d'ici la fin de la semaine. Multitenante, c'est-à-dire qu'on aura une seule version pour tous les clients. Alors, pas pour vous, c'est-à-dire chacun aura quand même son espace sécurisé avec ses données, etc. Mais nous, en tant qu'éditeur, on aura une seule version à maintenir et à faire évoluer. Là, on se rapproche petit à petit d'un logiciel web en mode SaaS, c'est-à-dire que j'ai qu'une seule version pour tous les clients qui sont par défaut à jour. Nous aussi, on va pas se mentir, c'est aussi une grosse contrainte pour nous. Des clients qui sont en V13 en local, d'autres qui sont en V14 hébergés, d'autres qui sont en V15 mais pas dans le dernier patch. En termes d'évolutivité, de mise à jour de solutions, de demande auprès du support, ben, on a toujours la première question de vous êtes en quelle version de ce client et est-ce que vous êtes hébergé ou pas hébergé? On tend de plus en plus vers cette solution-là, qui est tout le monde est hébergé et tout le monde est par défaut dans la même version, c'est-à-dire la dernière. On a, je dirais, un peu plus de la moitié du parc aujourd'hui qui est dans ce mode-là. Ça va prendre du temps. On ne va pas forcer les clients. On va y aller doucement, puisque je dis, il y a des mises à jour, il y a des usages, il y a un coût forcément aussi derrière.
mais on y va de plus en plus. Et tout ça pour vous dire que pourquoi il y a l'API, il y a le Drive et il y en a d'autres qui arrivent, on commence à avoir une fracture, dans le sens, un écart fonctionnel entre les clients qui sont hébergés AWS dans une V15 et ceux qui sont encore en V13 en client-serveur avec un serveur en local. Par exemple, une des nouveautés qui va arriver parce qu'on n'a pas le choix, c'est la réforme de la facturation électronique avec la PDP. L'API ne fonctionne que en mode hébergé. Cet outil-là de drive de dispo des documents, c'est un outil AWS, donc il n'est disponible que sur AWS. Sûrement que avec la réforme, il y aura des clients qui n'auront pas toutes les fonctionnalités, qui n'auront pas l'ensemble des services s'ils ne sont pas hébergés en V15. On aura peut-être même d'ici là une V16. Voilà, l'année prochaine, c'est la V16. Donc, vu que la réforme en Belgique, c'est au 1er janvier 2026 et en France, c'est entre juillet et septembre 2026, c'est quasiment sûr qu'en juillet, on aura une nouvelle version. Ça s'appellera peut-être pas V16, mais ce sera l'équivalent d'une V16 aujourd'hui. Et peut-être que cette version-là, ou en tout cas une grosse partie des fonctionnalités, ne seront disponibles que pour les clients hébergés qui seront dans la dernière version. Ok. Je parle notamment des mises à jour en temps réel. C'est-à-dire, si vous n'êtes pas hébergé, vous êtes en V13 en client serveur, on vous répondra à votre fonctionnalité, on aura la facturation électronique. Vous inquiétez pas sur. Vous n'aurez peut-être pas le temps de tout migrer, toutes vos données, tous vos environnements sur l'hébergement d'ici un an, si c'est possible. Mais effectivement, quand on parle de données en temps réel, de récupérer des statuts de facture, de récupérer un espace comme ça qui est sécurisé et qui est charté, vous voyez, on a quand même passé du temps à refaire les écrans et là, et ça arrive petit à petit, on a les écrans des achats et des ventes qui vont arriver. Et ben ça, effectivement, vu que c'est des outils AWS, que c'est webisé, eh ben, les clients qui ne sont pas hébergés, ils l'auront pas. Voilà, c'est ça comme message que j'essaie de vous faire passer. Ok. Euh, Est-ce que vous en... Alors, je réponds juste à deux, trois questions, jusqu'après, on va finir sur les avantages de l'hébergement. Est-ce qu'on a la mise en place de webhooks en plus de l'API? Alors oui, c'est prévu la mise en place des webhooks. Concernant la tarification, vos ordre de prix, c'est fixe ou spécifique à chaque client? Bon, c'est pas spécifique à chaque client, il y a un tarif catalogue pour l'hébergement. Ça dépend justement bah, si vous voulez l'API ou pas, si vous avez besoin de connecter à un site web, mais on pourra discuter ensemble de la tarification de l'offre cloud. La solution Drive est-elle compatible et certifiée dans le cadre de la réforme de la démat des factures 2026? Cette solution remplace-t-elle les solutions actuelles comme ADP? Alors, je crois que j'ai répondu en partie sur la question. Le Drive est vraiment l'outil qui va permettre après de consulter les factures. Sur la partie réforme, David, je vous invite à regarder le webinaire du mois dernier où j'ai fait un webinaire sur la facturation électronique où je présentais justement ADP et Quadient avec les deux solutions, et Bob aussi, pardon, Bob des maths pour les clients qui sont en Belgique ou qui ont besoin de facturer en Belgique. Donc je réponds en grande partie, enfin complètement à ces questions-là sur comment on va faire pour le drive. Je pense que je referai un fin d'année ou tout début d'année prochaine sur la démat des factures, où je vous présenterai les différentes solutions, les différents modes qui sont disponibles. Ça- Alors, j'ai pas compris la question. À quoi servent les boutons vente, achat, session sur l'écran donné? Alors, achat, vente, session, est-ce que vous voyez ça? Ah oui, là, les onglets. Alors, c'est des onglets, c'est-à-dire que là, sur ce tableau de bord-là, donc effectivement, j'ai un tableau de bord qui est dynamique dans lequel je vais récupérer mes fichiers, mes activités, les dossiers, les reçus, les images et tout. Là, je peux classer. Et en fait, j'ai des onglets, c'est-à-dire j'ai les documents côté achat, les documents côté vente, les documents côté session, session intermarchandise, entre-dépôt. C'est des onglets et j'ai le document et j'ai l'onglet annexe. Ok. Alors ça, c'est un écran qui est maquetté, hein. Aujourd'hui, principalement, c'est surtout les ventes comme document qu'on monte, puisque c'est sur cette partie-là que les clients ont des besoins. Mais ce sont effectivement des onglets, comme vous avez les onglets aujourd'hui dans Négoce, pour aller trier et filtrer sur les documents. Ok. Donc les avantages d'hébergement, donc on a un coût qui est maîtrisé, pas d'investissement initial, pas de ressources informatiques à allouer, un abonnement mensuel par mois par utilisateur. On a la partie maintenance et mise à jour facilitée, donc la maintenance des systèmes, l'évolution des serveurs, la montée des versions qui est facilitée, ce que je disais juste avant. Sécurité qui est forcément renforcée dessus avec un environnement qui est dédié. Qualité d'infrastructure et niveau de sécurité là qui est optimal aussi aujourd'hui en termes de sécurité sur AWS. Un niveau de tranquillité, puisque les données elles sont en sécurité, une meilleure flexibilité en cas d'évolution de votre entreprise. Donc si vous rachetez
un nouveau négoce, un nouveau dépôt, c'est beaucoup plus simple et beaucoup plus facile de déployer un nouvel environnement. La sauvegarde des données, elle est assurée. On a une partie performance et compatibilité puisque la mise à jour, elle est constante, hein. Je vous dis, on prévient juste avant, j'ai répondu à la question. Mais c'est la mise à jour, elle est constante, notamment quand vous avez des patchs avec des correctifs. C'est déployé quasiment dans la foulée, c'est assez transparent pour vous. Vous n'avez pas besoin de récupérer la version, de l'installer, etc. Voilà, c'est mis dessus. L'infrastructure elle est adaptée et configurée selon vos besoins, c'est-à-dire qu'on a la main pour dimensionner et redimensionner la machine en fonction de l'évolution de vos besoins. Si vous avez plus de performance, plus de place pour le stockage, on a les niveaux de monitoring qui vont bien pour pouvoir assurer et faire la montée en niveau de manière transparente. Et on a l'assistante avec le service technique et, comme je dis justement, le monitoring et la surveillance. Il y a un prérequis quand même que je voulais vous donner. On a quand même besoin, je réponds à la question de Céline tout à l'heure sur la partie PC à jour indispensable. On peut le faire sur n'importe quel PC, sauf des PC qui sont plus à jour. C'est-à-dire que on a Negos et AWS dans le sens sécurité impose, et c'est tout à fait normal en termes de sécurité, un système d'exploitation qui est à jour, ok, en termes de sécurité, de performance et de compatibilité avec les bibliothèques Microsoft. Je pense à Windows 10 par exemple. On sait qu'on a beaucoup de clients et beaucoup qui utilisent encore la version Windows 10, qui est une version qui n'est plus maintenue par Microsoft. Ok, on va risquer des problèmes d'installation, des erreurs d'exécution, des failles de sécurité qui ne sont pas corrigibles. On peut installer sur n'importe quel PC, mais on recommande quand même Windows 11 et Windows Server 2022, je crois. Ok. Si chez vous, vous avez un Windows 10 avec un Windows Server 2012 ou même 2012 R2, c'est plus maintenu depuis fin 2024. Ça va fonctionner. Aujourd'hui, vous pouvez vous en servir. Mais demain, quand vous allez partir sur l'hébergement sous la 2S, enfin, c'est pas que ça va pas marcher. On va vraiment avoir des gros soucis de compatibilité et de sécurité. Ok. Nous, le groupe Orisha nous impose des sécurités. On a vu beaucoup de clients. On a même vu des confrères, mais néanmoins concurrents à nous, se faire pirater, mettre des bases de données à plat, mettre des clients à plat, mettre des sociétés sur le carreau à cause de ça. Je parlais tout à l'heure des attaques, des ransomware, des tentatives de phishing, etc. Enfin, voilà. Aujourd'hui, nous, enfin, on peut pas faire ça. On peut pas se permettre d'aller mettre des potentielles failles de sécurité dans AWS et de laisser installer un client qui est sur une version de Windows qui est plus maintenue, l'héberger sur AWS. Donc pensez bien, quand je disais tout à l'heure, de regarder les cas d'usage, de faire la checklist de ce que vous avez chez vous, vérifier la mise à jour de vos OS et de Windows, donc Windows 10, Windows XP, Windows, je sais pas, Vista par exemple, enfin, des versions qui n'existent plus, qui sont plus maintenues. Bon, XP, je pense que plus grand monde s'en sert, mais Windows 10, je sais que c'est encore pas mal utilisé. Voilà ce que j'avais à vous présenter. Je finis quand même dessus parce que j'ai dit que j'allais vous montrer à quoi ressemblent les deux modes d'accès sur AWS. Ici, alors je vais vérifier juste que mon écran est bien partagé. Tac, partagé. Donc là, j'ai un accès, ce qu'on appelle RD Web. Donc j'ouvre un navigateur Internet et je vais taper une URL, en l'occurrence ici sur SRV Démo, et je vais taper mon login et mon mot de passe, et hop, là, je me connecte sur Onaya Negos. Ok. Ça, c'est un des modes d'accès. Donc là, je l'ai mis en plein écran pour que vous voyez bien. Donc le premier accès, c'est celui-là, ce qu'on appelle le RD Web. Mais on a aussi l'accès historique avec une machine à distance. Je vérifie juste que c'est bien partagé aussi. Tac, tac. Où là, effectivement, j'accède avec un bureau à distance et un TSE avec un mode de fonctionnement tout à fait classique tel que vous le connaissez aujourd'hui. Alors, je réponds tout de suite à la question. C'est possible d'avoir les deux. On peut faire un mode hybride où on a un mode ici, là, TSE. Là, ici, hein, vous voyez, je suis sur une machine virtuelle, hein, j'accède avec le bureau à distance. Pour, par exemple, les postes qui sont au comptoir, qui ont besoin de leur environnement avec un bureau, etc., où il y a plein de choses, des documents internes, un pack office, des choses comme ça, et peut-être d'autres logiciels. Et par exemple, les gens qui sont en mobilité, les gens qui ont besoin d'accéder en distance ou qui font du télétravail, auront plus un accès RD Web. Ok. Ça nous générer sur le cloud, même si nous sommes déjà en V15, même si, alors non, on n'est pas obligé, ce que je précise un peu ce que j'ai dit tout à l'heure. Les clients qui ne sont pas hébergés auront cette fonctionnalité-là, puisqu'effectivement, c'est la réforme des PDP. Et donc, on va de toute façon, effectivement, proposer la fonctionnalité, mais même pour les clients qui sont en V13 et pas hébergés, ce que je disais, juste la précision, c'est en termes de fonctionnalité et en termes de données en temps réel.
Ce sera plus simple, ce sera plus rapide pour récupérer par exemple ce que je disais tout à l'heure des statuts de facture. Si vous êtes sur le cloud et que vous êtes en V15, et je vous dis, même d'ici là, je pense qu'on aura une VSS. Ok. Mais c'est une très bonne question. Ok, est-ce qu'il y a d'autres questions? Je pense que j'ai répondu à peu près aux questions au fur et à mesure. Je suis désolé si j'en ai oublié une ou deux. Ce que je vais faire, de toute façon, la présentation elle est enregistrée. Je vous enverrai le replay en début de semaine prochaine. Et je vais reprendre l'ensemble des questions qui ont été posées et je vais reformuler une réponse par écrite. Voilà. Merci à tous d'avoir assisté à cette présentation-là. N'hésitez pas à revenir vers moi après par mail ou par téléphone si vous avez des questions sur le cloud ou des questions pour envisager effectivement la migration pour les clients qui ne sont pas encore hébergés aujourd'hui. Voilà. Merci à vous et je vous souhaite une bonne journée.